Bienvenue pour cette première émission Bulle TV. Nous vous proposons en ce mois de septembre un programme chargé qui correspond à une période elle aussi très dense. Coup de cœur, sélection des meilleurs albums parmi les nouveautés, bande-annonce à ne pas rater, paroles laissées à quelques auteurs dont Éric Liberge et Patrick Prugne, le tout accompagné de la rencontre avec un invité de marque en la personne de Pascal Rabaté. Bref, prenez le temps et laissez-vous guider dans les méandres du 9e art. 3 coups de cœur en cette rentrée chargée. Pour commencer, Paoni de Patrick Prugne. Nous retrouvons le jeune Alban 7 ans plus tard, en 1811. Hébergé au sein de la tribu indienne Minetari, il envisage de retourner en Europe pour retrouver les siens. Mais tout n'est pas aussi simple, surtout qu'Angèle vient juste de débarquer en Amérique. Le travail à l'aquarelle de Prugne reste dans la même veine que Frenchman, donc remarquable. L'album est édité chez Daniel Maguen. Le but, c'était d'armer la population. Ça ne coûtait rien à l'État, et la population était armée pour se défendre. C'est ce qu'on retrouve à l'heure actuelle. Tout découle de ça. Les Américains, les trois quarts, mais beaucoup d'Américains ont des armes chez eux. C'est ancestral, ça date de cette époque-là. Et alors, vous imaginez bien qu'avec 2500 hommes, on ne va pas affronter les Anglais. Donc voilà, on a soulevé des centaines et des centaines de miliciens, dont à une époque, dans les milices du Tennessee, il y avait un certain David Crockett qui avait 20 et quelques années. Voilà, tout se recoupe en fait. Dans l'album Un matin de septembre, un homme, plasticien de son état, essaye de retrouver le son de la voix de sa mère récemment décédée. Il découvre par hasard, dans sa voiture, un sac contenant des cassettes audio sur lesquelles se confie l'homme qui serait le dernier à l'avoir connu. Il décide alors de partir à New York sur les pas de ce mystérieux inconnu. Un album qui aborde entre autres des thèmes comme la mémoire, le rapport à la littérature et la déliquescence d'une société qui perd ses repères. L'album est édité par des Ronds dans l'eau. Dernier coup de cœur, Fenêtre sur rue de Rabaté. Pourquoi ? Parce que l'auteur d'Ibicus et des Petits Ruisseaux nous revient avec un projet singulier, sans cases, sans dialogue, sans pages. Fenêtre sur rue, album accordéon, place le lecteur dans la peau d'un voyeur qui observe ses voisins et leur vie décalée, savoureuse ou très sombre. L'album est publié chez les éditions Soleil. Septembre reste l'un des mois chargés de l'année en matière de nouveautés. Pour débuter, quelques récits qui abordent le thème de la guerre de front ou de manière plus détournée. Guerre de sécession pour Deadline de Laurent-Frédéric Bollet et Christian Rossi. Seconde guerre mondiale pour Femmes en résistance, qui présente l'aviatrice Amy Johnson. Conflit entre l'Espagne et le Maroc au Sahara espagnol dans les années 60 pour Jaime Martin. Ou présentation des vétérans de la guerre d'Irak au travers du regard de Maël et Olivier Morel dans Revenons. Le conte initiatique L'étoffe des légendes livre quant à lui son 3e volet dans le New York des années 40 avec en toile de fond la guerre en Europe. Enfin, Trahison laisse voir à travers le regard d'un enfant ce que furent les premières heures en Algérie de l'après-signature des accords d'Évian en 1962. Un accord qui mettait un terme au conflit entre la France et l'Algérie, mais qui laissait un pays en proie à des troubles profonds. En fait, à partir du livre, à partir de mes lectures, de ma documentation, je sélectionne les dates qui vont dans ma bande dessinée, qui vont en fait se rejoindre avec l'histoire de ce petit enfant et de la famille de cet enfant. Donc au fur et à mesure, il y a un événement historique et après il y a un événement de la vie courante des Algériens juste après l'indépendance. Chronique sociale, chronique humaine. Comme Les traits que laissent les avions, publié chez Rackham, nous présente la vie pas forcément palpitante d'une jeunesse désillusionnée, représentée par Micole, la fille aux cheveux roux, et Rachid, l'immigré habillé d'un maillot de foot. Deux destins qui se croisent dans des lieux parfois improbables. Ma révérence de Lupano sur un dessin de Roentgen nous conte le destin de deux oubliés de la société, Vincent et Gabi, qui préparent un plan pour élever un tantinet leur position sociale. Une histoire savoureuse par un scénariste inspiré. Un ex-détenu, un flic et un enquêteur privé, 3 destins qui se croisent dans l'homme qui a assassiné sa vie. 3 hommes qui cultivent l'échec comme d'autres cultivent la gloire. Scandalon, nouvel album de Julie Marot, s'attache à dépeindre le destin de Tazan, rocker adulé et génial, qui joue avec le feu au point de flirter avec l'autodestruction. Jung nous livre le dernier volet de son autobiographie, longue réflexion sur l'adoption et la recherche identitaire, récit émouvant porté par un dessin en phase avec son propos, plein de subtilité.
Diptyque surprenant, Burlesque Girl se clôture sur Violette, la fille fragile, qui va devoir surpasser un destin pas forcément facile. Le coup de cœur se poursuit. Quatre récits fantastiques mis en avant ce mois-ci. Les Génies de l'Arc de Triomphe, publié par Glénat et les éditions du Patrimoine, nous présentent un récit teinté de poésie sur le destin d'un grognard et des hommes et femmes qu'il sauve à temps de la faucheuse pour les amener avec lui au sein d'un monde où le temps s'arrête et où règne la paix comme opposition à la folie des hommes. Nouvelle série prometteuse que Paris Maléfice publie par Delcourt. Chaque opus sera constitué d'une enquête sombre autour d'un monument de la capitale. Le premier volet se déroulera autour de la tour Saint-Jacques. Belle surprise à sa sortie, Isabelle Allais poursuit son effet addictif. La jeune rousse manieuse de sabre essaye toujours de rattraper sa sœur qui a pris le large sur un bateau. Un récit qui fait ressurgir des fantômes décidément bien envahissants. Un homme en voyage en France va basculer 3 siècles plus tôt à la cour du roi Louis XVI. Telle est la trame du second volet de Versailles de Convar, Adam et Iberge. Un récit fantastique dans lequel le petit Trianon et Marie-Antoinette jouent un rôle central. Dans le tome 2, on saute à la Révolution, donc à la période où Marie-Antoinette se fait guillotiner en fait. Et on suit comme ça quelques événements clés de la Révolution française. Ça a été vraiment un plaisir de dessiner tout ça, justement de rester très exact, le plus exact possible sur la période. Alors, beaucoup de docs, beaucoup de photos, de costumes, enfin bref. Et là-dessus aussi, autant de docs par rapport à Versailles à cette époque-là. Ça, c'était plus coton déjà. Septembre nous livre 5 récits historiques. Avec Blue Note, le lecteur se trouve plongé dans le New York de l'avant-prohibition. Un New York avec ses speakeasy, ses jasmines prêts à jouer jusqu'au bout de la nuit et ses combats de boxe. Paco les mains rouges de Velman et Sago nous fait revivre, par le biais d'un jeune instituteur auteur d'un crime passionnel, ce que fut le bagne de Cayenne où régnait souvent la loi du plus fort. Un récit surprenant qui captive de bout en bout, complété par un épais cahier graphique qui clôt l'album. Marina de Sidrou et Matteo nous ouvre les portes de la cité des Doges au XIVe siècle. Marina, la fille du Doge, se voit sacrifiée à des fins géopolitiques. Une histoire simple en apparence, mais dont l'écho résonne jusqu'à notre époque contemporaine. Christophe Girard poursuit l'histoire des Canuts, dont la révolte sociale inspira un certain Karl Marx. Le dessinateur lyonnais s'attache à poursuivre son récit heure par heure dans ce second opus qui voit les ouvriers prendre à leur grande surprise possession de la ville. En exil sur l'île de Jersey, Victor Hugo ne s'est pas remis du décès de sa fille Léopoldine. Il va, à la suite d'une séance de spiritisme, essayer de reconstituer les faits qui ont conduit à son tragique accident, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime. Un récit passionnant de Gilles Patureau, publié par les éditions Daniel Maguen. Tous les rapports de gendarmerie d'époque, etc., tout le monde était certain que c'est un accident. Nous-mêmes, c'est une thèse qu'on développe, hein, le crime maintenant, pour découvrir la vraie vérité. À mon avis, bon, on ne la détient pas, hein, ce qu'on dit, c'est une thèse en fait, c'est une théorie, qui est probable. Inclassable. 3 récits à part qui méritent plus qu'un simple détour. Âme perdue nous conte l'histoire d'un petit être hirsute perdu dans un no man's land hostile. La petite mort dit beaucoup dans son titre. Mourier nous livre un récit singulier et caustique sur une apprentie faucheuse. Enfin, les éditions Glénat rééditent pour notre grand plaisir un album introuvable de masse, La mare aux pirates, un univers d'auteur véritablement succulent.
Pour cette première émission, nous vous proposons 3 bandes annonces pour 3 projets assez différents dans leur approche. Avec Media Entity tout d'abord, un trader se voit plongé dans un cauchemar éveillé. Poursuivi pour avoir créé un déficit de plus de 5 milliards, sa vie va connaître une plongée dans des abysses bien sombres. Avec ce projet, Delcourt innove en proposant une BD transmédia comportant des bonus en réalité augmentée, assurément la curiosité de la rentrée. Tyler Cross, quant à lui, nous replonge dans le milieu du grand banditisme américain des années 50, avec un héros qui n'a pas froid aux yeux, amoral peut-être, mais purement jouissif, c'est chez Dargo. Nous finirons avec un album qui ne passera pas inaperçu. Stevenson, le pirate intérieur, retrace la vie de l'auteur de l'île au trésor, un album possédé par le talent de Foley sur un scénario de Rodolphe. C'est chez Dupuis, avec une sortie non pas prévue le 6 septembre, comme l'indique la bande-annonce, mais décalée au 20 septembre. C'est parti pour 3 minutes de bande-annonce. Ça vous rappelle quelque chose? C'est normal. C'est vous. Vos amis, les amis de vos amis, et plus d'1 milliard de leurs amis, qui vivent leur vie à travers Internet. À mettre à jour leur profil. à le remplir d'infos, à rendre leur média-entité toujours plus vulnérable aux mutations. And guess what? Consequences will never be the same. Une mutation médiatique est une distorsion de votre identité en ligne. C'est une vidéo qui apparaît sur YouTube. Ou votre profil qui génère de nouvelles images de vous. Pourtant, Rien de tout ça. n'est vrai. Et voilà, Vous êtes dans la merde. Dommage. votre média-entité a pris vie et agit maintenant toute seule sur les écrans. Votre réputation est incontrôlable. Quel dommage. Et que vous soyez une célébrité, Ou un parfait inconnu. vous ne pourrez pas y échapper. Car cette histoire, c'est la vôtre. Invité de marque de cette première émission, Pascal Rabaté revient pour nous sur son projet Fenêtre sur rue. Laissons-lui la parole. Il y a des sujets qui m'intéressent. Enfin, c'est une fenêtre, c'est en effet ce qui est dans le cadre, mais c'est ce qui se passe derrière les murs, entre les fenêtres, quoi. Donc c'est presque les murs entre les fenêtres, c'est presque les intercases dans une planche de BD. Ça permet d'imaginer. Je pense une recherche artistique, qu'elle soit aboutie ou non, c'est d'abord une question et c'est surtout une ouverture pour le lecteur. C'est pas univoque.
Il y a des choses qui sont données, puis il y a des choses qui sont interprétées. Et du coup, c'est vrai que le côté histoire à inventer m'a toujours un peu... m'a toujours plu, quoi. Donc le fait de montrer est une chose, le fait de laisser des zones d'ombre en est une autre. Et c'est vrai que je suis plus issu, moi, de ma culture et de mon approche de l'expressionnisme. C'est-à-dire que ce qui est dans l'ombre est tout aussi important que ce qui est en lumière. J'ai un voisin qui est assez intéressant d'ailleurs, qui a une télé qui est tellement grande que je peux presque regarder ce qu'il voit par la fenêtre, alors qu'il y a 3 mètres qui nous séparent. Je crois qu'il doit avoir un écran de maximum de 140, je crois, tout près de la fenêtre. Donc du coup on peut mettre le son de notre télé pourrie et regarder son image à travers la... Mais bon, mis à part qu'il nous regarde le foot, si tu veux, je n'ai pas plus d'infos que ça, quoi. Mais je regarde plus ce qui se passe en bas de mon immeuble que ce qui se passe dans les intérieurs. Je pense que je me sens plus proche de quelqu'un comme Melville dans le cinéma qui parlait des gens qu'il connaissait, qui mettait sa caméra à hauteur d'homme. Je parle des gens ordinaires parce que je viens du prolétariat et que c'est des choses dont j'ai envie de témoigner, dont j'ai envie que ça soit le mode de vie, que ça soit les interrogations. En cinéma, je m'intéresse plus aux gamines qui vont faire des majorettes qu'aux gens qui vont passer à Star Academy. Je suis plus, même si maintenant je suis parisien, j'ai un terreau qui est provincial et je n'ai pas fait la guerre, je n'ai même pas fait l'armée, donc j'ai pas une vie non plus hyper héroïque. Donc c'est aussi ce regard-là, c'est sur les gens que je côtoie, c'est sur... Donc j'essaie de faire témoignage de choses dont j'ai l'impression qu'on ne parle pas trop, quoi. Une des grandes influences dans mon travail, ça a été la comédie italienne. Ça a été toute la comédie italienne des années 50 jusqu'aux années 80. Après, malheureusement, Berlusconi a tout foutu en l'air. Mais des gens comme Monicelli, comme Comencini, comme Scola, c'était des gens qui faisaient des films... des drames avec beaucoup d'humour et réussissent. Quand on regarde Affreux, sale et méchant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont détesté ce film-là parce qu'ils voyaient que du cynisme. Faut pas oublier que le scénario c'était quand même Pasolini qui était à la base de l'écriture, que j'ai du mal à imaginer Pasolini comme quelqu'un de cynique, mais c'était un regard très cru, mais en même temps pas du tout dénué d'humour ou de tendresse. Fallait aller la chercher, fallait aller gratter un peu. Macaroni de Scola ou les films de Monicelli comme Les larmes de joie, qui est ressorti il n'y a pas si longtemps là, en salle. C'est des témoignages de la société italienne de cette époque, et il y avait à la fois de la cruauté, il y avait à la fois de l'humour, et il y avait aussi des drames, quoi. Donc moi je suis un peu versé là-dedans. Je pense que l'humour peut côtoyer le dramatique, et c'est aussi une façon de donner du rythme à un récit. C'est aussi ma façon de voir. C'est deux pôles un peu, pas extrêmes, mais c'est deux choses qui m'ont marqué, un par la poésie, l'autre par la façon de structurer, et puis la façon de raconter. C'était Hitchcock, c'était héritier des expressionnistes aussi, un travail sur la lumière, sur la symbolique. Et puis Tati, c'est l'anecdote. Donc il y a c'est le petit truc, il y a un promeneur de chiens dans ce récit qui est très inspiré par celui qui va au café, et c'est son chien qui le ramène à la maison dans Mon oncle. Du coup j'ai foutu le pendant avec un anglais et un bulldog, donc les deux se croisent. Mais je suis un peu... ils font partie de mes influences. C'est une proposition, j'avais envie de tester, pas de tester, mais de revenir un peu à la peinture. Donc il y a beaucoup de choses qui font que les projets se font parce qu'il y a beaucoup d'envie. D'un point de vue plastique, d'un point de vue histoire, d'un point de vue croisement. Ce projet, je pourrais dire que je l'avais vaguement testé aussi dans Ibicus sur 2 planches. J'avais raconté les histoires en avant, en arrière-plan. La différence de celui-là, c'était à la fin du tome 2, où j'avais essayé de résumer 2-3 pages d'Alexis Tolstoï, où j'avais mélangé des petites histoires. Mais c'est
c'est donner au lecteur aussi le choix de suivre un personnage, de repasser à un autre, de tourner le livre. Enfin, c'est plus une proposition qu'une expérimentation. Enfin, c'est une expérimentation certes, mais je vous dis, je ne le situe pas comme un livre expérimental. Nous voici arrivés au thème de cette première émission. Rendez-vous en octobre pour un mois lui aussi chargé dans la perspective de Quai des Bulles.